Elle l'a dit comme si de rien n'était, comme si elle lisait une liste de courses à voix haute alors que je me tenais juste là, dans notre propre cuisine. Mes amis pensent que tu n'es pas assez impressionnant pour moi. Je devrais viser plus haut. Et le pire, c'est qu'elle faisait déjà défiler l'écran de son téléphone avant même d'avoir terminé sa phrase. Comme si ces mots n'avaient pas assez de poids pour qu'elle prenne la peine de me regarder dans les yeux. Je n'ai pas crié. Je ne suis pas sorti en trombe. Je n'ai même pas haussé le ton. J'ai juste dit, alors, vas-y, et c'est à ce moment-là que tout a changé. Parce que ce que Camille ignorait, ce qu'aucun de ses amis ne savait, c'est que je construisais déjà discrètement quelque chose depuis des mois, quelque chose qu'elle avait rejeté comme un simple passe-temps en se disant que Julien faisait encore une fixation sur le travail. Elle ne savait rien des réunions à Villeurbanne. Elle ne savait rien des contrats qui venaient d'être signés. Elle ignorait que le voyage à Saint-Barthélemy était prévu pour son 30e anniversaire. La villa privée, le bateau de pêche affrété, la bague sur mesure que j'avais fait faire par une bijoutière du Vieux-Lyon. Plus rien de tout cela n'était à son nom, car au moment où elle a prononcé ces mots, j'ai commencé à tout annuler, discrètement, méthodiquement, un par un. Et 2 semaines plus tard, à 4 heures du matin, sa meilleure amie Céline sanglotait sur ma messagerie vocale en disant « Julien, je t'en prie, décroche. Il s'est passé quelque chose à la fête d'anniversaire ce soir. Quelque chose que tu dois savoir. Ça te concerne, s'il te plaît. Voici mon nom, mon histoire, et je vais tout vous raconter. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous tout de suite. Activez la cloche des notifications. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire ce que vous auriez fait à ma place, car je vous promets qu'à la fin de cette histoire, vous aurez une opinion. Aimez cette vidéo si vous pensez que le respect de soi n'est pas optionnel. Allons-y. Je m'appelle Julien Mercier. J'ai 43 ans. Je suis directeur principal de logiciels d'entreprise et business angel basé à Lyon, en France. J'ai grandi à Saint-Étienne, le genre de quartier où l'on apprend très tôt que personne ne viendra rien vous offrir sur un plateau. Alors, soit vous vous débrouillez, soit vous regardiez les autres s'en sortir sans vous. Mon père a cumulé 2 emplois pendant la majeure partie de mon enfance. Il conduisait un camion de livraison la journée et faisait des travaux d'électricité le soir. Ma mère a enseigné en classe de CE2 à l'école primaire Jean Jaurès pendant 31 ans. Nous n'étions pas pauvres, mais nous faisions attention. Chaque euro avait une destination avant même d'être dépensé. J'ai regardé mes parents bâtir quelque chose de réel à partir de rien, et j'ai totalement intériorisé cela, non pas comme un fardeau, mais comme un modèle à suivre. J'ai financé mes études à l'université de Lyon grâce à des bourses et à un travail à temps partiel dans une start-up technologique du quartier des universités, qui était gérée depuis le garage de quelqu'un, près de la rue Pasteur. Cette start-up a fait faillite. La suivante que j'ai rejointe, non. J'ai gravi les échelons dans le domaine des logiciels d'entreprise pendant 15 ans, en formant des équipes, en lançant des produits, pour finalement atteindre un poste de directeur avec une rémunération que la plupart des gens à Lyon considéraient comme très confortable. J'ai aussi commencé à investir de petites sommes dans de jeunes entreprises il y a environ 6 ans, la plupart du temps des amis d'amis avec des idées solides mais sans marge de manœuvre financière. 2 de ces investissements avaient déjà rapporté des sommes importantes au moment où cette histoire commence. Je ne dis pas tout cela pour vous impressionner. Je le dis parce que c'est important pour la suite. J'ai rencontré Camille Laurent lors d'une collecte de fonds pour l'hôpital des enfants de Lyon en 2018. Elle avait 25 ans à l'époque et j'en avais 38. Elle travaillait comme coordinatrice marketing pour une marque de style de vie basée à la Confluence. Et elle était magnifique. Le genre de personne qui impose sa présence dans une pièce sans même essayer. Des cheveux bruns, des yeux brillants et un rire qui donnait à tous ceux qui l'entouraient le sentiment de partager quelque chose de merveilleux. Je ne cherchais pas de relation. Je sortais de longues fiançailles des années auparavant, qui s'étaient terminées discrètement et m'avaient rendu très prudent à l'idée de m'investir trop vite avec quelqu'un. Mais Camille était différente. Ou du moins, elle le semblait. Elle posait de vraies questions. Elle se souvenait de ce qu'on lui disait. Elle avait des opinions sur tout, de la bière artisanale à l'urbanisme. Et elle n'avait pas peur de contredire des gens qui avaient le double de son âge. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans avant que je ne la demande en mariage. Elle a dit oui sur les quais de Saône, un dimanche de novembre où il faisait si froid qu'on pouvait voir notre souffle. Je pensais que c'était le début de la belle partie de l'histoire. Et pendant un temps, ce le fut. La première année de notre mariage a été véritablement heureuse.
nous vivions dans une maison que je possédais à la Croix-Rousse, une maison traditionnelle que j'avais lentement rénovée sur 3 ans, avant que Camille et moi ne nous mettions ensemble. Elle y a rapidement apporté sa touche, ce que j'adorais. Elle avait beaucoup de goût. La maison était plus belle grâce à elle, et je le lui disais régulièrement, mais vers notre 2e année, les choses ont commencé à changer d'une manière que je ne parvenais pas à nommer au début. Ce n'était pas dramatique. Ce n'était ni une dispute isolée, ni un incident particulier. C'était plutôt comme une lente dérive. Le genre de dérive où l'on ne se rend pas compte à quel point on s'est éloigné du rivage jusqu'à ce que l'on se retourne et que l'on aperçoive à peine la terre ferme. Le cercle social de Camille avait toujours été plus soucieux de son image que le mien. Ce n'était pas un problème. Je le comprenais. Son monde était celui du marketing, de l'esthétique et de l'image de marque, et les gens qui en faisaient partie gagnaient leur vie en réfléchissant à la perception. Mais vers le milieu de notre 2e année ensemble, elle a commencé à passer plus de temps avec un groupe de femmes en particulier. Son groupe d'amis gravitait autour d'une femme nommée Victoire Bouchard, qui avait récemment épousé un associé de fonds spéculatifs et qui, selon les propres mots de Victoire, vivait sa meilleure vie privilégiée dans un appartement au Brotteaux avec vue sur le Rhône. Je ne vais pas prétendre que je n'ai pas remarqué le changement dans le vocabulaire de Camille après cela. Elle a commencé à utiliser des mots qu'elle n'avait jamais employés auparavant. Pointu, intentionnel, aligné. Elle a commencé à faire référence à la voiture que conduisait le mari de Victoire, au quartier où se trouvait l'appartement de Victoire, à ce à quoi ressemblait le dîner d'anniversaire de Victoire. Pas avec amertume. Elle ne se plaignait pas. Elle aspirait à cela. Et la cible de cette aspiration semblait de plus en plus être une version de sa vie qui n'incluait pas un mari portant pour dîner la même polaire Millet que celle qu'il mettait pour aller travailler. J'ai essayé d'aborder le sujet une fois, au début, avec douceur. Nous étions dans la cuisine un mardi soir et j'ai dit quelque chose comme « J'ai l'impression que ces derniers temps, tu compares beaucoup notre vie à celle de Victoire. Est-ce que tout va bien ?» Elle a balayé la remarque immédiatement. « Je ne fais pas ça, Julien. Je suis juste inspiré par les gens qui réussissent. C'est normal. » Et elle a changé de sujet. J'ai laissé couler. Je n'aurais pas dû. Au fil des mois suivants, les commentaires sont devenus plus spécifiques, plus pointus. Le mari de Victoire lui a fait la surprise d'un voyage à Marrakech sans aucune raison. Tu imagines ? Thibaut, c'est le mari de Victoire, vient d'acheter une résidence secondaire à Courchevel. Juste comme ça. Le petit ami de Céline porte une breguet. J'ai l'impression que les hommes qui se prennent au sérieux investissent dans ce genre de choses. Chaque remarque atterrissait avec une précision quasi chirurgicale, même lorsqu'elle les prononçait de façon désinvolte. J'ai commencé à comprendre que je n'étais pas comparé à une personne précise, mais à un composite de ce à quoi ressemblait la vie de ses amis vue de l'extérieur, et je n'étais pas à la hauteur. Ce qui rendait les choses plus difficiles, c'est que la comparaison n'était pas exacte. Ma rémunération au travail avait considérablement augmenté au cours des 2 années précédentes. L'un de mes investissements providentiels, une société de logistique de santé à Grenoble, m'avait rapporté des bénéfices qui avaient considérablement changé ma situation financière. Je n'étalais rien de tout cela car ce n'était pas ainsi que j'avais été élevé. Mon père ne garait pas le camion de livraison dans l'allée pour annoncer le kilométrage. On faisait simplement son travail et on vivait sa vie. Mais j'ai aussi commencé à réaliser quelque chose de gênant. Camille ne connaissait pas réellement l'ensemble de nos finances. Elle savait que nous vivions confortablement. Elle n'en connaissait pas l'ampleur. En partie parce que j'avais toujours gardé mes activités d'investissement assez privées et en partie parce qu'elle n'avait jamais vraiment posé la question. Elle s'intéressait davantage à la texture de la vie quotidienne, au restaurant où nous allions, à la voiture garée dans l'allée, à la marque de la montre à mon poignet, plutôt qu'à ce qui se passait au niveau structurel. Et comme elle ne savait pas, elle portait des jugements basés sur des informations incomplètes. Je le comprenais, mais je commençais aussi à me demander si cela aurait changé quelque chose si elle avait su, car je commençais à sentir que le problème n'était pas ce que je possédais. Le problème, c'était la façon dont je le présentais. Le problème, c'était la polaire Millet. La conversation qui a mis fin à tout a eu lieu un jeudi soir de mars. Je venais de rentrer d'un dîner avec 2 fondateurs que j'envisageais de soutenir, une réunion dans un restaurant sur la presqu'île qui s'était prolongée plus que prévu. J'étais fatigué. J'avais la sacoche de mon ordinateur portable sur une épaule. Je portais la polaire. Camille était déjà à la maison.
Elle était assise à l'îlot central de la cuisine avec un verre de vin, son téléphone devant elle, manifestement en train d'envoyer un message à quelqu'un. Elle a à peine levé les yeux quand je suis entré. « Comment s'est passé ton dîner ?» ai-je demandé. « Bien », a-t-elle répondu, en regardant toujours son téléphone. J'ai posé mon sac et me suis servi un verre d'eau. Il y a eu un silence. Le genre de silence qui a une texture, le genre de silence qui vous prévient que quelque chose se prépare. « Mes amis pensent que tu n'es pas assez impressionnant pour moi », a-t-elle dit. Elle l'a dit sur le même ton qu'on annoncerait la météo. Plat, factuel. Ils pensent que je devrais viser plus haut. Je suis resté immobile un instant. Le verre d'eau était dans ma main. La cuisine était silencieuse à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur. J'ai pensé à me mettre en colère. J'ai pensé à étaler chaque chiffre, chaque contrat, chaque retour sur investissement. J'ai pensé à lui dire exactement à quoi ressemblait le gain de la société de logistique de santé, à combien s'élevaient les évaluations actuelles de mes autres placements, et quel était mon salaire total jusqu'au dernier euro. Je n'ai rien dit de tout cela. Ce que j'ai dit, c'est « alors, vas-y ». Elle a finalement levé les yeux. Pendant un instant, juste un instant, quelque chose a traversé son visage, cela aurait pu être de la surprise, ou bien le début d'une prise de conscience qu'elle avait mal calculé son coût, mais cela a vite disparu. Remplacé par cette prudence neutre qu'elle arborait lorsqu'elle ne voulait rien laisser paraître. « D'accord », a-t-elle dit, et elle est retournée à son téléphone. Je suis monté à l'étage, je me suis assis sur le bord du lit dans le noir, et j'ai pris une décision. Pas sous le coup de la colère, mais avec lucidité. Le lendemain matin, j'ai commencé à passer des appels. Le premier était pour Alexandre Vasseur, le concepteur de voyage avec qui j'avais travaillé pour planifier le voyage du 30e anniversaire de Camille. Nous avions préparé ensemble quelque chose d'extraordinaire. Une semaine à Saint-Barthélemy, plus précisément au Cheval Blanc, dans la baie des Flamands. Une villa avec piscine privée. Un bateau de pêche affrété pour 2 jours au large de la mer des Caraïbes. Un dîner au coucher du soleil sur la terrasse que j'avais fait décorer avec des fleurs spécifiques qu'elle avait un jour remarquées dans un magazine. Une dégustation de rhum vieux privé dans une distillerie artisanale à l'extérieur de Saint-Jean pour laquelle j'avais dû faire jouer mes relations. Alexandre, ai-je dit, je dois annuler la réservation. Il y a eu un silence. La totalité ? La totalité. Il n'a posé aucune question. Il était dans le métier depuis assez longtemps pour savoir qu'il y a des appels où l'on ne pose pas de questions. Le deuxième appel a été pour Margot, la bijoutière du Vieux-Lyon avec qui je travaillais depuis 6 semaines sur l'amélioration de la bague de fiançailles de Camille. Camille avait un jour mentionné d'un ton désinvolte, après 1 an de mariage, qu'elle avait toujours aimé l'idée d'une pierre centrale taille coussin entourée d'un halo de diamants plus petits montés sur de l'or rose. Elle m'avait montré une photo tirée du compte Instagram de quelqu'un. Je m'en étais souvenu. J'avais partagé ce souvenir avec Margot et nous avions conçu quelque chose de spécifique et de magnifique. La pierre centrale à elle seule valait plus cher que ce que les maris des amis de Camille auraient dépensé pour un véhicule. Margot, ai-je dit, je dois suspendre le projet. Suspendre ou annuler, a-t-elle demandé prudemment. Annuler, ai-je répondu. Je vous recontacterai pour savoir quoi faire de la compte. Le troisième appel a été pour l'abbaye, un espace événementiel privé à Lyon que j'avais réservé pour un dîner surprise pour son 30e anniversaire. 40 invités, un menu gastronomique, un trio de jazz, des compositions florales personnalisées par un fleuriste du quartier Saint-Georges que Camille avait engagé pour notre mariage et qu'elle adorait. Annulé. Ensuite, le voyage d'un week-end à Genève, en Suisse. J'avais réservé à l'hôtel des Bergues, celui avec la suite donnant sur le lac Léman. Annulé. La journée spa à l'hôtel Royal à Évian-les-Bains. Annulé. Je ne faisais pas cela de manière impulsive. Je veux être clair là-dessus. Je n'étais pas dans une spirale de rage en train d'annuler des choses pour la blesser. J'étais dans un état d'esprit très calme et très clair, prenant des décisions sur l'endroit où mon énergie, mes ressources et mon attention allaient désormais se diriger. Et je décidai qu'elle n'irait pas à une personne qui annonçait sans hésitation, et sans cruauté même, mais avec une totale indifférence, que je n'étais pas assez impressionnant. Parce que voici ce que j'ai compris à ce moment-là. Camille ne savait pas qu'elle parlait d'un homme qui venait de s'asseoir dans un restaurant sur la presqu'île, courtisé par 2 fondateurs qui voulaient son soutien financier parce qu'il avait déjà prouvé qu'il savait repérer un projet prometteur.
Elle ignorait qu'elle rejetait un homme qui avait une conversation en attente avec son avocat concernant la création d'un nouveau fonds d'investissement. Elle ne savait rien de tout cela parce qu'elle n'avait jamais posé la question et que je ne l'avais jamais annoncé. Et la question avec laquelle je devais composer était, même si elle l'avait su, cela aurait-il été une raison pour rester? Non. Si le seul moyen d'être assez impressionnant était de changer mes vêtements, de porter la bonne montre et de garer une Porsche dans l'allée, alors je n'étais pas dans un mariage. J'étais dans une représentation théâtrale. Et j'avais été élevé par deux personnes qui avaient construit quelque chose de réel, pas quelque chose qui paraissait réel de l'extérieur. J'ai donc tout annulé en silence et j'ai attendu. Je n'ai pas quitté la chambre tout de suite. Cela peut sembler étrange, mais il y avait une version de moi qui s'accrochait à la possibilité qu'elle vienne vers moi, qu'elle réalise ce qu'elle avait dit, ou que j'avais mal interprété le ton. Je lui ai laissé 3 jours. Elle n'en a plus jamais parlé. Le 4e jour, j'ai eu une conversation avec mon avocat, un homme nommé Grégoire Fontenay, qui avait un bureau rue de la République dans le centre de Lyon, et avec qui j'avais travaillé sur plusieurs affaires commerciales. Je lui ai expliqué les grandes lignes de ce qui se passait et je lui ai demandé ce à quoi je devais réfléchir. Il me l'a dit. Il m'a également conseillé de tout documenter, d'être patient et de ne prendre aucune décision irréversible tant que j'étais encore dans un état émotionnel fragile. Je ne suis pas dans un état émotionnel, lui ai-je répondu. C'est d'ailleurs ce qui m'inquiète un peu. Il m'a dit qu'il comprenait et m'a invité à le rappeler quand je serais prêt à discuter des prochaines étapes. J'ai aussi appelé mon frère aîné, Pierre, qui vit à Marseille et qui me connaît depuis plus longtemps que quiconque. Pierre est le genre de personne qui ne vous dit pas ce que vous voulez entendre. Il vous dit ce qu'il pense vraiment. Je lui ai tout raconté. Il a écouté sans m'interrompre, ce qui, venant de Pierre, est un geste très significatif. « Qu'est-ce que tu vas faire » a-t-il demandé quand j'ai eu fini. « Je ne sais pas encore » ai-je dit. « Mais je ne vais pas faire comme si ce qu'elle m'a dit n'était jamais arrivé. »« Bien » a répondu Pierre, « parce que c'est arrivé. » Ça a été toute la conversation. Le 30e anniversaire de Camille tombait un samedi d'avril. Elle en parlait depuis janvier. Ses amis prévoyaient quelque chose. Je n'en savais pas plus. Victoire était impliquée. Et là où Victoire était impliquée, on mettait les petits plats dans les grands. Céline avait mentionné à un moment donné qu'il prévoyait un dîner dans un bel endroit, puis probablement un bar sur un toit par la suite. Camille semblait enthousiaste, de la même manière qu'elle s'était enthousiasmée pour la plupart des choses au cours de l'année écoulée. Enthousiaste vis-à-vis de ses amis, pas vis-à-vis de moi. Elle n'a pas mentionné mon absence des plans. Elle n'a pas demandé si j'avais organisé quelque chose. Peut-être supposait-elle que je me plierais à ce que faisaient ses amis. Peut-être n'y pensait-elle pas du tout. Le samedi de son anniversaire, elle s'est habillée en début d'après-midi et est allée se faire coiffer dans le quartier Saint-Georges. Elle est rentrée, a enfilé une robe que je ne lui avais jamais vue, et m'a dit qu'elle rentrerait tard. Elle m'a embrassé sur la joue, un geste si machinal qu'on le remarquait à peine, et elle est partie. Je suis resté assis dans le salon un moment après que la porte se soit refermée. Par la fenêtre, on voyait le quartier de la Croix-Rousse faire ce qu'il a l'habitude de faire les samedis de printemps. Des gens promenaient leurs chiens, quelqu'un de l'autre côté de la rue lavait sa voiture, la lumière jouait généreusement avec les cerisiers qui bordaient la rue. J'ai dîné tranquillement tout seul. J'ai regardé un film. Je me suis couché vers 23 heures. À 4h07 du matin, mon téléphone a vibré sur la table de nuit. Céline. J'ai fixé ce nom pendant 2 sonneries. Puis j'ai décroché. Céline Morel est la meilleure amie de Camille depuis l'université. Elles se sont rencontrées à l'université de Grenoble lors de leur première année, et elles ont été inséparables, comme le sont certaines amitiés, de celles qui survivent au déménagement, aux relations et au changement de personnalité. Parce que les fondations ont été posées alors que vous cherchiez encore tous les deux qui vous alliez devenir. Céline est, à mon humble avis, une personne fondamentalement bonne, plus perspicace qu'elle ne le laisse paraître, et plus observatrice qu'on ne veut bien le croire. Elle m'avait toujours traité avec respect, ce que j'avais apprécié, même lorsque le reste de l'entourage de Camille avait commencé à me faire sentir comme un simple meuble de décoration. Julien. Sa voix était rauque, comme la voix de quelqu'un qui pleure depuis un moment. Merci d'avoir décroché. Je n'étais pas sûr que tu le ferais. Qu'est-ce qui s'est passé, ai-je demandé. J'étais maintenant assis dans mon lit, parfaitement réveillé. Le dîner était chez Tête d'Oie, m'a-t-elle dit.
Tête d'Oie est un restaurant situé sur la colline de Fourvière surplombant la ville, l'un des établissements de haute gastronomie les plus emblématiques de Lyon. Si Victoire organisait ça, bien sûr que c'était chez Tête d'Oie. Et tout allait bien au début. Le repas était merveilleux et tout le monde était heureux. Camille semblait passer un bon moment. Elle s'est arrêtée. Je l'ai entendu reprendre son souffle. Puis le mari de Victoire, Thibaut, est arrivé en retard. Il avait eu un truc pour le travail, et il a amené un de ses amis, un gars qui s'appelle Romain Chandon. Thibaut l'a présenté comme l'un des types les plus influents de l'immobilier à Lyon. Bel homme, la quarantaine. La totale. Et il s'est assis à côté de Camille, et ils ont commencé à parler. Et j'ai pu m'en rendre compte assez rapidement, Julien. Je voyais bien comment elle réagissait à ses avances. Je n'ai rien dit. J'ai simplement écouté. Tout le groupe les observait, très franchement. Et à un moment, Victoire s'est penchée vers moi, et je ne pense pas qu'elle se soit rendue compte à quel point je l'entendais clairement. Et elle a dit. C'est exactement ce que j'espérais voir arriver. Camille a besoin de quelqu'un qui évolue dans les bons cercles. Et moi, j'en ai eu la nausée. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, ai-je demandé. Céline a fait une nouvelle pause, puis elle a dit la chose à laquelle je ne m'attendais pas. Romain lui a donné sa carte et elle l'a prise, puis elle s'est excusée pour aller aux toilettes et je l'ai suivie. Je lui ai demandé si ça allait et elle m'a répondu, Céline, n'en fais pas toute une histoire. Et je lui ai dit, Camille, quelle histoire? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Là. Et elle m'a regardé et elle a dit. La voix de Céline s'est légèrement brisée. Elle a dit, Julien est une bonne personne, mais il n'est pas la vie que je veux. J'y pense depuis longtemps. La pièce était très silencieuse. Julien, je suis tellement désolé. Je suis désolé de t'appeler à 4 heures du matin, et je suis désolé que ça arrive, et je suis désolé de ne rien t'avoir dit plus tôt, car je crois que je savais que quelque chose clochait. Mais je ne savais pas quoi en faire. J'aurais dû t'appeler avant ce soir. J'aurais dû. Céline, ai-je dit doucement. Arrête de t'excuser. Tu n'as rien fait de mal. Tu vas bien? J'y ai réfléchi. Sincèrement réfléchi, assis dans le noir dans la maison que j'avais reconstruite de mes propres mains, dans la ville où j'avais bâti ma vie à partir de rien. Ouais, ai-je dit. Je crois que je vais m'en sortir. Ce qui s'est passé dans les semaines qui ont suivi aurait ressemblé pour un observateur extérieur à une série d'événements administratifs très calmes, mais à l'intérieur de chacun d'eux se trouvait l'accomplissement d'une décision que j'avais prise la nuit où Camille m'avait dit que je n'étais pas assez impressionnant. Grégoire Fontenay a déposé les papiers. Il n'y a pas eu de scène dramatique. Camille a été surprise, je crois, par la fluidité du processus, ce qui m'a indiqué qu'elle s'attendait à plus de résistance, plus de supplication, plus de levier émotionnel qu'elle aurait pu exploiter. Quand ce levier ne s'est jamais concrétisé, elle a semblé sincèrement confuse. Elle a essayé une seule fois d'avoir une vraie conversation. Elle est entrée dans la cuisine où je prenais mon café, s'est assise en face de moi et a dit, « J'ai l'impression que tu as abandonné sans même essayer. » Je l'ai regardée et j'ai dit, « Camille, tu m'as dit que tes amis trouvaient que je n'étais pas assez impressionnant et que tu devrais viser plus haut. Tu l'as dit dans cette cuisine. » J'ai répondu, « Vas-y. » Tu as dit, « D'accord. » La conversation est déjà terminée. Il ne reste que la paperasse. Elle n'a rien eu à répondre à ça. Je ne vais pas prétendre que le divorce s'est fait sans douleur. Les mariages de 14 mois se terminent rarement proprement. Il y a eu la logistique. Il y a eu la séparation des biens. Il y a eu des conversations au sujet de la maison qui ont exigé que nous restions tous les deux courtois plus longtemps que ce qui nous semblait naturel. Mais nous avons été courtois et nous l'avons surmonté. Ce qui s'est passé ensuite est la partie que je veux m'assurer de vous raconter avec précision, car c'est celle à laquelle je pense le plus. Environ 2 mois après la finalisation du divorce, j'ai eu la première vraie conversation avec quelqu'un d'autre que ma famille et Grégoire concernant ce à quoi mon année écoulée avait réellement ressemblé sur le plan financier et professionnel. La société de logistique de santé que j'avais soutenue à Grenoble avait finalisé son rachat. Le retour sur mon investissement était considérable, le genre de chiffre qui change la catégorie de votre vie. La nouvelle structure de fonds d'investissement sur laquelle Grégoire et moi avions travaillé était désormais officiellement établie. J'avais fait appel à 2 co-investisseurs que je connaissais depuis des années, et nous examinions déjà nos 3 premiers contrats.
J'ai également reçu un appel de Pierre, qui avait vu quelque chose en ligne. Tu devrais jeter un œil à l'Instagram de Victoire Bouchard, m'a-t-il dit. Je lui ai répondu, je ne suis pas Victoire Bouchard sur Instagram. Je sais, a-t-il dit. Mais quelqu'un la suit, et on m'a envoyé quelque chose. Ce que Pierre avait vu était une publication de Victoire, supprimée depuis, mais capturée à l'écran et qui circulait, de la soirée du dîner d'anniversaire de Camille chez Tête d'Oie. C'était une photo de groupe. Camille y figurait, riant, passant visiblement un bon moment. La légende, dans le style désinvolte si caractéristique de Victoire, parlait de célébrer son ami, d'entamer de nouveaux chapitres et de laisser derrière soi ce qui ne nous sert plus. Les commentaires étaient ce que Pierre voulait que je voie car quelqu'un, ni un ami à moi, ni personne que je connaissais, avait répondu à la publication avec un lien. Un lien vers un article de Lyon Décideur paru 2 mois plus tôt et qui dressait le portrait d'un groupe de business angels émergents dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mon nom et ma photo y figuraient. L'article décrivait le rachat de l'entreprise de logistique de santé. Il utilisait des chiffres précis. Il décrivait le nouveau fonds. Il me qualifiait de l'une des figures les plus discrètement influentes de l'écosystème des jeunes entreprises technologiques de la région. Le commentaire sous le lien disait simplement, ce n'était pas le mari de Camille. Je ne sais pas qui a publié ça. Sincèrement, je l'ignore. Mais le fil de discussion qui a suivi avant que Victoire ne supprime la publication valait, selon Pierre, son pesant d'or. Parce que les femmes de l'entourage de Camille, ces femmes qui lui avaient dit que je n'étais pas assez impressionnant et qu'elle devrait viser plus haut, n'avaient apparemment pas fait beaucoup de recherches avant de rendre ce verdict. Victoire avait supprimé la publication en quelques heures, mais la capture d'écran a survécu, comme c'est toujours le cas avec les captures d'écran. Pierre m'en a parlé parce qu'il pensait que je méritais de le savoir. Je l'ai remercié, lui affirmant que cela ne changeait rien, ce qui était vrai, mais aussi que ça ne faisait pas de mal de le savoir, ce qui était tout aussi vrai. J'ai eu des nouvelles de Camille indirectement par Céline à quelques reprises au cours des mois suivants. L'histoire avec Romain Chandon, l'homme de l'immobilier si bien connecté du dîner chez Tête d'Oie, avait apparemment duré environ 6 semaines avant de se terminer d'une manière que Céline a qualifiée de « pas terrible ». Je n'ai posé aucune question supplémentaire. Ce que j'ai appris de Céline, c'est que Camille avait vu l'article de Lyon Décideur et qu'elle était, selon les mots de Céline, restée très silencieuse pendant quelques jours après cela. Céline et moi étions, de manière un peu surprenante, restés en contact. Elle m'avait appelé environ 1 mois après l'officialisation du divorce, non pas pour remuer le couteau dans la plaie, mais juste pour me dire qu'elle était désolée que ça se soit terminé ainsi, qu'elle m'avait toujours respecté et qu'elle pensait que j'avais tout géré avec beaucoup de dignité. Je lui ai dit que j'appréciais ces mots. Nous avons déjeuné une fois dans un café de la Presqu'île et nous avons surtout parlé de choses qui n'avaient absolument rien à voir avec Camille, ce fut une heure sincèrement agréable. Elle a dit une chose vers la fin de ce déjeuner à laquelle j'ai souvent repensé depuis. Je crois que Camille pensait que tu te battrais davantage, a dit Céline en remuant son café. Pas parce qu'elle voulait rester. Je ne pense pas que c'était le cas à ce stade. Mais parce qu'elle s'attendait à ce que tu aies davantage besoin d'elle. Et quand ça n'a pas été le cas, ça lui a fait peur. Pourquoi, ai-je demandé. Parce que cela signifiait qu'elle s'était trompée sur ce qu'elle possédait, a simplement répondu Céline. Je veux vous dire où j'en suis aujourd'hui parce que je pense que c'est important. Je suis toujours à Lyon, toujours dans la maison de la Croix-Rousse, que je n'ai jamais eu la moindre intention de quitter. Il m'a fallu 3 ans pour faire de cette maison ce qu'elle est, et aucune dissolution de mariage n'allait me chasser de ma propre maison traditionnelle. J'y ai fait quelques changements depuis. La touche de Camille est encore visible dans certaines pièces, je l'ai laissée là où elle s'intègre bien et j'ai modifié ce dont j'avais envie. La maison est à nouveau à moi, de la même manière qu'elle l'était auparavant. Le fonds est actif. Nous avons réalisé 4 investissements depuis que la structure a été finalisée. 3 d'entre eux dépassent nos prévisions. Le 4e est plus difficile à cerner, mais je crois en ses fondateurs. Je pense à mon père qui conduisait ce camion de livraison et qui faisait des travaux d'électricité le soir. Et je pense à ce que signifie construire quelque chose au fil du temps et croire aux personnes sur lesquelles on parie. C'est ce que je fais. Je ne parle de rien de tout cela comme le font certaines personnes. Je n'en fais pas de publication. Je porte ce que je veux, y compris la polaire Millet. Je mange dans les restaurants que j'aime, y compris ceux qui ne nécessitent pas de réservation 2 mois à l'avance et qui n'ont pas de compte Instagram. Je ne donne de représentation pour personne, et je n'essaie de prouver quoi que ce soit.
Je vis simplement comme je vis. Ce à quoi j'ai le plus pensé dans les mois qui ont suivi tout cela, c'est le moment dans la cuisine. Le moment où elle a dit ce qu'elle a dit et où je lui ai dit de foncer. Parce que je me le suis repassé 100 fois dans la tête et, à chaque fois, j'arrive à la même conclusion. Ce qu'elle a dit m'a fait mal. Je ne vais pas prétendre le contraire. Vous passez des années à construire une vie avec quelqu'un. Vous y consacrez du temps, de l'énergie, de l'amour, des ressources et toutes ces choses qui n'apparaissent pas sur un relevé de patrimoine, et de voir tout cela résumé par un « pas assez impressionnant » de la bouche d'une femme citant l'opinion de gens qui ne vous connaîtront jamais vraiment. Ça fait mouche. Ça frappe quelque part profondément, et ça y reste un bon moment. Mais la raison pour laquelle j'ai dit « alors, vas-y », et la raison pour laquelle je le pensais, c'est que j'ai compris à ce moment-là quelque chose qu'il m'a fallu, je crois, beaucoup de temps à comprendre. J'ai compris qu'il y a des gens qui savent ce que vous valez, et des gens qui ne voient que ce que vous affichez. Et vous ne pouvez pas faire comprendre votre valeur à quelqu'un qui ne regarde que la vitrine. Vous ne pouvez pas l'expliquer avec assez de force, ni l'habiller avec assez d'élégance, ni la jouer de manière assez convaincante. Les gens qui savent ce que vous valez, ils le savent, tout simplement. Ils n'ont pas besoin que vous vous déguisiez. Ma mère a toujours su ce que valait mon père. Non pas parce qu'il portait une belle montre, mais parce qu'elle prêtait attention aux bonnes choses. Camille ne prêtait pas attention aux bonnes choses. Et ce n'est pas entièrement de sa faute. Nous venions d'endroits différents et nous avions été façonnés différemment. Mais ce n'était pas non plus quelque chose que je pouvais réparer pour elle. Et au moment où j'ai compris cela, j'ai arrêté d'en avoir envie. Céline m'a appelé un mardi, environ 3 mois après l'officialisation du divorce. Elle n'était pas en crise, elle voulait juste discuter. Elle avait quitté le cercle social de Victoire, m'a-t-elle mentionné, sans faire de drame, juste un retrait progressif qui lui avait semblé nécessaire après les événements de l'anniversaire de Camille. Le problème avec ce groupe, a-t-elle dit, c'est qu'ils étaient constamment en représentation. Chaque dîner, chaque voyage, chaque photo. C'est épuisant. Je ne crois pas que j'avais réalisé à quel point j'étais épuisé avant de prendre du recul par rapport à tout ça. Qu'est-ce que tu fais maintenant, ai-je demandé. Honnêtement? Je travaille davantage. Je passe plus de temps avec des gens qui s'intéressent réellement à ceux qui les entourent plutôt qu'à l'idée qu'ils s'en font. Elle a marqué une pause. C'est ce que tu as fait depuis le début, pas vrai? J'y ai réfléchi. J'ai essayé, ai-je répondu. Je crois que j'ai aussi passé trop de temps à essayer de faire sentir à Camille que j'étais suffisant, au lieu d'être simplement ce que j'étais et de laisser les choses suivre leur cours. Ouais, a dit Céline. Je pense que tu as raison. Nous avons discuté pendant encore une vingtaine de minutes de tout et de rien. À la fin, elle a mentionné qu'elle fréquentait quelqu'un de nouveau, un ingénieur civil du quartier de Montchat, qui possédait apparemment 3 paires des mêmes chaussures de randonnée parce qu'il avait trouvé une marque qui lui plaisait et s'y tenait. C'est la personne la moins dans la représentation que j'ai jamais rencontrée, a-t-elle dit. C'est très rafraîchissant. C'est une bonne chose, ai-je dit. Ça l'est vraiment, a-t-elle répondu. Il y a encore une chose que je veux dire, et ensuite je passerai à autre chose. Dans les semaines qui ont suivi l'officialisation du divorce, mon père m'a appelé de Saint-Étienne. Il appelle le dimanche soir, toujours à la même heure chaque semaine, comme il l'a toujours fait. Ce dimanche-là, il avait appris par Pierre les grandes lignes de ce qui s'était passé. Mon père n'est pas un homme de grands discours. Il conduisait un camion et faisait des travaux d'électricité. Il dit ce qu'il a à dire et laisse le reste de côté. Il a dit, j'ai entendu dire que les choses ne s'étaient pas arrangées avec Camille. Non, ai-je répondu. En effet. Tu tiens le coup? Oui. Il y a eu un silence. Puis il a dit, tu sais, ta mère et moi, on n'a jamais eu les choses que possédaient certaines personnes autour de nous, de meilleures voitures, de plus grandes maisons, peu importe. Parfois, je m'inquiétais de la voir regarder toutes ces choses, puis me regarder moi. Et avoir l'impression d'avoir fait le mauvais choix. Je sais, ai-je dit. Parce que je le savais. Je l'avais remarqué chez lui quand j'étais jeune. Elle ne l'a jamais pensé, a-t-il dit. Pas une seule fois. Et tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle prêtait attention aux bonnes choses, a-t-il dit. Et je me suis assuré de valoir la peine qu'on me regarde. Il m'a souhaité bonne nuit et a raccroché. J'ai longuement réfléchi à ça. J'y réfléchis encore.
Je m'appelle Julien Mercier. J'ai 43 ans. Je vis à Lyon, dans une maison que j'ai reconstruite de mes propres mains pendant 3 ans. Je porte ce que je veux. J'investis dans les gens en qui je crois. Je ne donne de représentation pour personne. Et je vous le dis, au moment où j'ai cessé d'essayer d'être assez impressionnant et que j'ai commencé à être simplement ce que je suis, tout ce qui était censé m'appartenir a retrouvé son chemin vers moi. Les bonnes personnes verront toujours les bonnes choses. Et pour celles qui n'en sont pas capables, alors, allez-y.